C'est un super événement. On est ravis d'être là avec Mathilde. Je ne parle pas en ton nom, mais j'imagine que c'est le cas. Voilà. On est ravis. C'est un événement annuel du Lab RH qui est très suivi. On m'a beaucoup relancé depuis que je suis arrivée. On m'a beaucoup questionné. Les gens étaient très impatients d'avoir les challenges RH pour 2025. Et nous, ça a été un travail qu'on a fait aussi avec les administrateurs du Lab et qu'on remercie pour leur contribution et qui a été vraiment très, très sympa à faire dans ce travail de projection et de synthèse pour vous livrer aujourd'hui donc nos 4 challenges qu'on a identifiés pour 2025. Avant, et ça sera rapide, c'est promis, mais quand même, je vais vous parler en 2 mots du Lab. Le Lab, c'est le premier écosystème de l'innovation RH. C'est le premier écosystème en France, surtout dans cette composition assez inédite où on trouve chez les adhérents des startups, des entreprises, aussi des écoles, des experts RH qui peuvent être des experts individuels qui adhèrent en leur nom propre, des institutionnels également. Donc c'est vraiment inédit comme écosystème, ça le rend très riche et très intéressant dans les événements qu'on peut lancer, les interactions qu'on peut avoir et créer évidemment entre les membres. Et le Lab RH, c'est aussi en quelques chiffres, du coup plus de 1000 professionnels RH quand on combine tous nos corpus adhérents. 250 startups, le chiffre il varie de jour en jour puisqu'on est en pleine période d'adhésion et de réadhésion. D'ailleurs, je m'adresse aux startups, c'est sur janvier là, pour ceux qui l'auraient pas encore signé avec nous. Et puis évidemment une très grosse communauté LinkedIn hyper intéressante également de 126 000 abonnés qui s'enrichit tous les jours et avec des professionnels qui nous offrent leurs services qui sont vraiment très acteurs de l'innovation RH et avec une motivation et une envie de contribuer au Lab RH qui vraiment nous fait plaisir à moi et toute l'équipe et Mathilde et les administrateurs. Deuxième petite slide pour vous parler très rapidement d'une conviction qu'on porte au Lab RH, c'est que l'innovation RH, ça commence aussi par un mindset, un état d'esprit. Et c'est ça qu'on essaye d'entretenir et de développer au sein de nos adhérents et notamment de nos adhérents entreprises. Et cet état d'esprit, on l'a structuré autour de 4 grands principes. Le premier, c'est que l'inspiration naît de la diversité des perspectives. Et pour ça, on adresse ce point, nous, au Lab RH, en organisant des réunions, des matinales comme celle d'aujourd'hui. Il y en a plusieurs dans l'année. Aussi des HR Community Talk qui sont réservés à nos adhérents corporate et qui sont des moments où ils peuvent partager entre eux et s'inspirer et partager leurs bonnes pratiques. Il y a une deuxième conviction qu'on porte, c'est que pour passer à l'action, il faut avoir connaissance et être vraiment sur la pointe sur les tendances. Et pour cela, on organise des learning expéditions, des démodés avec nos startups. Sur le HR Tech, le salon la semaine prochaine, on organise un tour, un startup tour. Donc vraiment, on essaye de proposer à nos adhérents des dispositifs qui permettent d'entretenir cette inspiration et cette exploration. La veille RH est hyper importante aussi. Là, pour la veille RH, on a une plateforme loguée sur laquelle on poste un certain nombre de ressources, des ressources qualifiées qu'on a nous-mêmes soit produits en partenariat. On a des newsletters également qui tiennent à informer nos adhérents. Et puis le réseau c'est très important. C'est pour la raison pour laquelle on commence ce genre d'événements et on les finit par des moments de rencontre pour que vous puissiez entre vous échanger. Mais c'est aussi la raison pour laquelle on lance cette année des after-work avec nos adhérents. Et le premier sera le 4 février, je vous en parlerai à la fin. Voilà, très rapidement, parce que ça a aussi du sens par rapport à ce qu'on va vous se raconter ce matin avec Mathilde, sur le fait que l'innovation RH, évidemment, c'est des moyens, des outils, mais c'est aussi un mindset et il faut aussi l'entretenir, ce mindset. Et pour entrer dans le vif du sujet, sur nos 4 grands challenges que l'on a identifiés pour 2025, on l'a mis sous le signe du pivot. En 2025, la fonction RH pivote. Alors, pivoter, c'est un terme que un grand nombre d'entre vous connaissent sans doute, qu'on a emprunté au lexique des startups. Une startup souvent fait des choix très structurants et stratégiques de changement d'orientation et on dit qu'elle pivote. Et nous, on porte la conviction qu'en 2025, il faut qu'on est dans un moment où la fonction RH doit opérer ce genre de changement stratégique sur un certain nombre de points pour pouvoir pivoter et adresser les enjeux actuels qui s'offrent à elle de l'interne et de l'externe. Et c'est ce qu'on va adresser ce matin. Et donc, on en a identifié 4 des challenges qui vont qui selon nous doivent motiver la fonction RH à pivoter. Pivoter pour repenser l'organisation en valorisant les compétences grâce à l'IA.
Pivoter pour recréer un sentiment de collectif dans une tendance actuelle d'hyper-individualisation du travail, on va en parler. Pivoter pour s'adapter et projeter sa politique RH dans un avenir. L'avenir, par définition, c'est incertain, mais en réalité, l'incertitude, aujourd'hui, c'est vraiment la norme. Donc, il y a une espèce de constante adaptation à avoir au sein des entreprises. Et donc, comment on fait, et Mathilde vous en parlera, quand on est des RH, quels sont les challenges qui s'offrent à la fonction. Et puis, pivoter pour adopter une approche holistique du collaborateur pour réussir à le comprendre et le connaître et adresser son bien-être d'un point de vue global. Et on parlera là aussi tout à l'heure notamment de santé mentale. On va commencer par le premier et je vais te laisser la parole, Mathilde. Merci Séverine. Bonjour à toutes et à tous, ravie d'être avec vous ce matin pour vous présenter ces 4 challenges et notamment effectivement le premier qui est repenser l'organisation pour valoriser les compétences grâce à l'IA. On ne pouvait pas ne pas avoir de challenge qui n'abordait pas le sujet de l'IA. Toutes les organisations, on a tous beaucoup travaillé, documenté, fait un certain nombre de recherches et de veille sur le sujet. Maintenant, c'est comment on passe à l'action pour repenser l'organisation. Et pour nous, voilà, il y a 3 sujets majeurs. Le premier, effectivement, qui est le reskilling, donc c'est-à-dire, et c'est ce qu'on a commencé en fait à étudier ces derniers mois, c'est-à-dire, on a conscience que l'IA va impacter la nature même des métiers, va accélérer la transformation de nos organisations. Bien sûr, il faut accompagner le développement de ces compétences pour nos collaborateurs au sein de nos organisations, mais c'est aussi redéfinir intégralement les niveaux de contribution attendus, puisque aujourd'hui, l'interaction homme-femme-machine n'a jamais été aussi importante en fait, avec cette IA générative qui vient vraiment s'immiscer dans le quotidien. Et en fait, on parle beaucoup de métiers, certains vont disparaître, d'autres vont être recréés, la majorité vont surtout évoluer, puisque en fait, dans le métier, on va devoir aller par tâche, par compétence, maintenant dissocier ce qui sera impacté directement par l'IA et fait par l'IA et ce qui sera porté par l'individu et les compétences dont on va avoir besoin. Et aujourd'hui, la réflexion, c'est plutôt un ETP, un poste, une tâche bien plus complexe. C'est que voilà, une contribution est attendue. Quelle va être la quote-part de la machine, de la techno? Que va être attendu de l'individu? Et du coup, quelles compétences sont nécessaires de développer pour l'avenir? Et donc ça, c'est vraiment un enjeu important. On a beaucoup travaillé sur l'expérimentation, mais dorénavant, il faut davantage structurer les cas d'usage. Il faut davantage structurer comment on va du coup collaborer entre l'homme et la machine et du coup, voilà, les compétences qui vont demander à être évaluées au recrutement et pour continuer à évoluer. Ce qui nous fait vraiment... Ça y est, toucher du doigt cette terminologie qu'on entendait parler, la skills-based organization, où en fait, pendant des mois, on disait, OK, on sait qu'il y a les compétences, on a tous connu les référentiels de compétences, mais qu'est-ce que c'est fondamentalement cette nouvelle organisation? C'est une organisation qui est totalement drivée par le prisme de la compétence et non plus de l'individu. Ça ne déshumanise pas du tout la relation et les autres challenges vont bien le démontrer, mais dans la valeur travail, dans la production de la valeur, effectivement, cette machine, elle va venir s'impacter, il va falloir quelque part détourer pour mieux comprendre comment ça interagit. Et donc, du coup, monter une organisation autour de la compétence. Quelles sont les compétences dont j'ai besoin? Quelles compétences seront traitées par la technologie? Quelles sont les compétences développées auprès des collaborateurs ou collaboratrices qui feront notre organisation? Comment les identifier au recrutement? Comment on les développe? Comment on fait évaluer les gens? Et en fait, ça remet totalement à plat l'ensemble des processus RH parce que ça a toujours été par une unité de temps, de lieu et de personnes, encore une fois l'individu. Or aujourd'hui, un individu, voilà, on ne peut pas limiter un individu à un poste, à une tâche, mais à des compétences. Ça va apporter aussi de la flexibilité, de la mutualisation de compétences. C'est très important pour nos organisations. On a beaucoup parlé de guerre des talents. En fait, c'est la guerre des compétences. Le sujet, c'est qu'un certain nombre de compétences sont déficitaires sur le marché. Et c'est pour ça qu'on a des profils très pénuriques, parce qu'on n'a pas assez de ces compétences-là. Et c'est loin d'être purement conjoncturel, c'est structurel. Quand on regarde les effets démographiques, quand on regarde, par exemple, on sait que, on va avoir ce sujet-là. Quand on regarde l'âge de la population, le sujet justement sur la population active et un certain nombre de personnes qui vont partir à la retraite, comment, en fait, on va avoir cette approche-là? Et du coup, une organisation qui a une approche, et encore une fois, je ne déshumanise pas, parce qu'on va en reparler après, mais sur, quels sont le stock de compétences actuelles,
personnel, quelles sont les compétences que je dois développer, parce que c'est bien un sujet de compétences aujourd'hui pour accompagner le développement de nos organisations, la bonne compétence au bon moment, au bon endroit. Et donc aujourd'hui, ça permet de dépasser le prisme aussi des salariés, comment on intègre les communautés d'indépendants, d'auto-entrepreneurs dans cette démarche, parce qu'ils sont porteurs de compétences et on a besoin de ces compétences-là. Donc vraiment aujourd'hui, on va pouvoir commencer à bâtir voilà, cette fameuse organisation à la compétence. Et du coup, le troisième sujet, eh bien, c'est l'IA Workforce, c'est-à-dire en fait comment on planifie, qu'est-ce que ça veut dire en termes de ressources management aussi, puisqu'aujourd'hui, eh bien, quand on va aborder une mission, un certain nombre de tâches, de contributions, il va falloir penser de manière double entre voilà, ce que les talents au sein de l'organisation peuvent faire, mais aussi cet aspect technologique qui va pouvoir venir directement adresser. On parle de productivité attendue. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui déjà de mesurer l'usage, mesurer la productivité et du coup, qu'est-ce que ça veut dire en termes de staffing et de ressources management? Si on va un moment un peu plus prospectif, parce que ces sujets-là, on en a parlé, ça y est, ça arrive et là de façon beaucoup plus forte. Et si on se projette un peu dans l'avenir, c'est déjà l'émergence, on en parle, de l'IA agentique, c'est-à-dire en fait cette IA générative encore plus complexe. On va revenir là-dessus après. On vous a proposé ainsi une petite explication de l'IA traditionnelle, l'IA générative et l'IA agentique, si on pouvait voir justement les 3 degrés différents d'évolution, l'IA agentique va commencer à processer un certain nombre de tâches. Donc, il va décider. Aujourd'hui, on est beaucoup dans la création de contenu par rapport à une demande. Et donc là, on voit, alors pardon, on peut avoir peur, mais on peut aussi voir tout de suite les avantages. L'IA agentique, c'est un peu imaginer que chacune, nous aurions notre avatar professionnel pour déléguer totalement un certain nombre de décisions, de processus. Et un exemple assez simple, par exemple, avec les emails qu'on reçoit aujourd'hui, on peut déclencher l'IA générative pour que cette IA nous analyse l'email, le document en pièce jointe et nous propose une réponse pour pouvoir gagner du temps et l'envoyer. Et bien demain, ces IA agentiques, en fait, ils analyseront d'eux-mêmes les emails et par des schémas, des processus de décision qui auront été programmés, seront capables en fait de décider à notre place et de pouvoir déjà traiter et répondre ce mail-là, c'est une prise de rendez-vous. Je sais que je peux me connecter à l'agenda et décider. Et du coup, l'IA agentique, voilà, cet avatar virtuel répondra et prendra des décisions à notre place. Voilà, donc tout cela forcément impacte la manière dont on va voir qu'est-ce que c'est une force de travail voilà, dans l'organisation, comment on manage ça, et attention, ce n'est pas au détriment des individus. Justement, si c'est en étudiant et en encourageant l'approche par les compétences, notamment les compétences cognitives, comportementales, en les développant encore plus fortement chez les individus, que justement nous pourrons éviter ce fameux remplacement par la technologie. Et au contraire, il y aura d'autant plus de valeur ajoutée produite que justement les individus seront en capacité d'interagir, travailler et se positionner en dessus de la machine, mais il faut pour cela très clarifier les contributions de chacun des individus et de ces technologies. Voilà, on me fera répondre prochainement aux questions, mais tout ça, je l'ai déjà évoqué. Je laisse à Séverine la parole sur le deuxième challenge. Un des challenges, ça va demander à la fonction RH de pivoter pour recréer un sentiment de collectif. Il y a aujourd'hui de nombreux éléments dans la façon dont s'organise le travail qui viennent créer des gaps qui font peser un risque de création d'écart et de distance parmi les collaborateurs. Il y a une question, une problématique qui est inhérente à l'expérience collaborateur. Moi, depuis 10 ans, on me pose la question comment on fait pour réussir à faire concilier une expérience collaborateur qui adresse des besoins et des attentes individuelles tout en répondant à des objectifs collectifs, et notamment de mobilisation sur des projets d'entreprise collectifs. Donc ça, c'est inhérent à l'expérience collaborateur. Et c'est venu ajouter ces dernières années à cette question la brique de le lieu de travail et le temps, et notamment par l'hyperflexibilité du cadre, puisque... et on va être encore challengé avec la semaine de 4 jours, le full remote, mais aujourd'hui, l'hybridation, comment on peut
étendre l'expérience collaborateur au-delà de ces murs. En fait, c'est ça la question avec l'hybridation. Comment je m'assure en tant qu'entreprise que le collaborateur, quand il est au bureau, il est en train de vivre une expérience collaborateur qu'on lui a designée, et quand il en sort et qu'il est assis dans son bureau, dans ses murs chez lui, cette expérience collaborateur est assurée, du moins alignée. Donc ça, c'est un vrai enjeu qui est lié à la flexibilité du travail et qui va venir s'élargir, cette distance va venir, ce gap va venir s'élargir avec donc ces nouveaux dispositifs que j'ai évoqués, notamment la semaine de 4 jours et qui rajoutent de l'asynchrone en plus à la façon dont les collaborateurs travaillent, puisqu'ils sont plus au même endroit et parfois plus en train de travailler en même temps. Donc c'est des vrais challenges qui vont venir peser sur l'expérience collaborateur et qui, selon nous, doivent être pris en compte en 2025, parce qu'il y a d'autres facteurs de distanciation entre les collaborateurs. Il y a aussi ces générations et ce gap intergénérationnel qui parfois est en train de se creuser dans certaines structures, puisqu'on a aujourd'hui parfois 3-4 générations différentes qui travaillent dans les organisations. Et là aussi, il y a un risque à nouveau de distension du lien collectif, parce que on se comprend plus forcément, ou du moins on travaille pas avec les mêmes réflexes et le même cadre de référence, et selon nous c'est une des responsabilités de l'entreprise que de réfléchir des stratégies de collaboration pour rapprocher ces profils différents et dans notre exemple des profils de générations différentes. Ces stratégies de collaboration, si je continue de filer mon exemple de l'intergénérationnel, c'est par exemple le reverse mentoring. C'est un très bon exemple de dispositif qui peut être mis en place dans les entreprises et qui répond à cet enjeu, à ce challenge de comment je recrée du collectif alors que les gens sont de plus en plus polarisés ou différents si on est sur une question de génération. Et puis il y a un troisième enjeu important qui vient lier tout cela, c'est le rôle du manager qui doit à nouveau évoluer, mais enfin il doit être en constante évolution par rapport à son contexte, le manager. Comment le manager dont on a fait un leader dernièrement et un animateur de sa communauté presque, qui était son équipe, comment demain il devient même créateur de liens. C'est-à-dire que la façon dont il va réfléchir la cohésion au sein de son équipe devient un vrai challenge et un vrai rôle pour le manager, qui doit lui s'assurer de recréer ces rituels, de recréer ce collectif dans une équipe qui est parfois éclaté en termes de lieu, éclaté en termes de temps, éclaté en termes d'attente, éclaté en termes de génération. Donc il y a tous ces différences c'est son rôle qu'il doit essayer de concilier pour recréer du collectif. Et ça, c'est un réel challenge. Alors on a avec les IA agentiques qu'évoquait Mathilde, on a encore, si on se reprojette en prospectif, on a encore un nouvel élément qui va pouvoir peut-être venir peser, c'est-à-dire qu'avec l'IA agentique, à poste égal, dans une même équipe, on ne va pas forcément réaliser le travail de la même façon. Donc il y a un gap là aussi qui va se creuser. On a une hyper-flexibilité déjà qui est présente sur le cadre de travail. Et demain, on aura peut-être aussi une flexibilité sur la façon dont on réalise le travail, et parfois le même travail. Donc, deux collègues avec le même poste, les mêmes missions, les mêmes tâches auront peut-être des façons totalement différentes de les faire, parce qu'ils utiliseront chacun un agent qui viendra les assister sur des tâches qui pourront être différentes de l'un à l'autre en fonction de leur motivation, de ce qu'ils aiment réaliser, de ce qu'ils aiment plutôt déléguer, etc. Et donc, qu'est-ce qui les rapprochera? Si c'est plus l'unité de lieu, si c'est plus l'unité de temps et si c'est plus l'unité de façon de travailler, qu'est-ce qui les rapprochera? Et ça, c'est vraiment la responsabilité de l'entreprise et du manager que de réussir à filer un lien entre tous ces profils pour créer un sentiment collectif qui, selon nous, en 2025 est, je ne vais pas dire en danger, mais en tout cas qui est très challengé, et le DRH doit en avoir conscience. Donc effectivement, nous on voulait aussi aborder pivoter pour s'adapter et projeter sa politique RH dans un avenir toujours plus incertain. Donc effectivement, aujourd'hui, on le voit, l'incertitude a toujours existé. Le sujet, c'est qu'en fait, l'incertitude devient une norme. Donc on connaît une crise, après on s'en remet plusieurs temps, puis on se dit voilà, quand est-ce qu'arrivera la prochaine? Et en fait, aujourd'hui, c'est tous les jours qu'on a les nouvelles annonces. Enfin voilà, et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une attente très particulière des collaborateurs, en tout cas des salariés aussi, à attendre de la sécurité ou un peu de sérénité et de
vis-à-vis de son employeur pour lui donner un peu le rassurer, et comment, quand on est DRH, justement, on peut partager ou en tout cas donner cette assurance. La première chose, c'est on s'est dit, en fait, c'est déjà avoir cette capacité de prévenir, en tout cas d'identifier, d'avoir vraiment un radar sur... alors, on n'est pas devin, on ne peut pas deviner tout ce qui va se passer, mais en tous les cas, avoir conscience que cette incertitude est permanente et du coup, avoir une conscience aujourd'hui qui dépasse bien même notre matière, notre expertise, quand on est RH, qui est le social. C'est aujourd'hui mieux comprendre les enjeux économiques, démographiques, géopolitiques, environnementaux, parce qu'en fait, on va le voir et on en reviendra dessus, mais ces crises, elles sont multiples. C'est pas que des attentes sociétales qui ont changé. On a beaucoup d'autres facteurs qui viennent impacter aussi notre manière de faire les organisations et comment du coup on est garant. En tous les cas, on a l'œil ouvert, les oreilles grandes ouvertes pour essayer d'anticiper au mieux en fait ces grands changements. Alors on l'a parlé, bien évidemment, rester connecté à l'extérieur. La fonction a beaucoup évolué quand même ces derniers temps. On était pendant très longtemps fermés sur nous-mêmes. Aujourd'hui, on le sait que dans la sphère RH et le Lab RH en est un illustrateur, d'être connecté, d'aller chercher la veille, de se benchmarker, de voir ce qui se fait en France, mais aussi à l'étranger, sur d'autres territoires pour savoir des tendances qui vont arriver. C'est aujourd'hui extrêmement important. Donc oui, passer un temps conséquent à l'extérieur de son organisation pour avoir les bonnes antennes, ça fait partie aujourd'hui d'un attendu très clair de la fonction RH. Et donc ça indique aussi de repenser ce qu'est la performance. Alors pour cela, en France et en Europe, on a quand même la CSRD. Alors pour certains, c'est très enquiquinant. Nous, on est convaincus que c'est pour de la richesse autre et complémentaire. On est convaincus que, bien évidemment, qu'il n'y a pas que la richesse et la performance économique. La performance sociale et environnementale aujourd'hui est essentiel pour pouvoir bâtir un avenir plus durable et responsable. Et je pense que quand on œuvre dans la fonction RH, qu'on soit professionnel RH ou non, on a ce moteur de dire on veut contribuer à un avenir meilleur pour les futures générations et notamment au travail. Mais voilà, est-ce qu'on a les bons indicateurs aujourd'hui? Et donc c'est aussi repenser des modes de gouvernance. On me parlait tout à l'heure du manager, mais c'est aussi les modes de gouvernance et les leaders, c'est-à-dire comment on intègre dans la performance cette performance sociale et environnementale, comment on encourage des managers de métier aussi, c'est-à-dire que en fait, si on a conscience qu'il y a des contributions qui vont créer de la valeur sociale pour encourager la valeur économique de l'entreprise, ce sont des vrais métiers, il faut pouvoir les valoriser avec des compétences attendues et des indicateurs de résultats attendus. Et donc, c'est par exemple cumuler, concilier à la fois la performance économique pour nos leaders, nos managers, tout en parallèle avoir des indicateurs de performance sociale, le taux d'engagement, le taux de ce que j'appelle incident RH. Est-ce que on prévient les risques psychosociaux? Est-ce qu'on lutte activement pour lutter contre, par exemple, la discrimination et l'inéquité? Et donc ça, c'est important. Le turnover. Donc comment, et ça, je pense qu'on est plusieurs à militer là-dessus, on valorise enfin cette performance sociale et environnementale dans les organisations. Encore une fois, la CSRD nous y aide, sous la contrainte. Pour autant, ça nécessite aussi de repenser l'architecture IT, RH et la data, parce qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qu'on peut avoir très facilement. D'autres vont nécessiter de monter en maturité collectivement, et ça, on est convaincu que le segment de la tech RH y contribue fortement. Aujourd'hui, adresser tous ces enjeux sans être outillé, ça n'est pas possible, ou en tout cas pas à l'échelle dans un certain nombre d'organisations. Et donc il faut pouvoir, et ça n'est encore une fois, c'est pour le bien humain, mais effectivement s'outiller par les chiffres, data, pour prévenir et avoir ces thermomètres qui peuvent nous aider en tout cas à essayer d'anticiper au mieux le futur. Et pour finir, c'est aussi mettre en place une gouvernance éthique. On est mobilisé sur les enjeux sociaux, mais aujourd'hui le DRH il est mobilisé aussi, ou la fonction RH, sur les enjeux environnementaux. On a parlé de l'IA, mais ça questionne d'un point de vue éthique. Faut-il y aller à fond ou au contraire, en tant que DRH, promouvoir une utilisation responsable? Donc ce sont des sujets en fait d'éthique au plus haut niveau à avoir.
savoir. On pense que la fonction RH, en tous les cas, a ce rôle à tenir. Et si on pouvait se projeter en termes de prospective, est-ce que le DRH, finalement, ne deviendrait pas le Chief Ethics Officer, c'est-à-dire, en fait, quelque part, ce traducteur d'un certain nombre de sujets qui doivent aujourd'hui se parler. On ne peut pas traiter en parallèle l'évolution technologique, l'environnement et les enjeux sociaux, parce qu'à un moment, ils vont tous s'intercroiser. Et donc, il faut bien un garant qu'à la fois, on ne va jamais trop vite dans une direction ou dans une autre et trouver le bon équilibre. Et on pense que c'est au niveau des comités de direction que ce poste, aujourd'hui, doit figurer pour s'assurer que l'organisation prend les bonnes décisions. Et puis, pour finir... Ah, pardon, excuse-moi. Oh. Pardon, mais il n'est pas intuitif, ce truc. Comme quoi, la techno. Voilà. Le dernier challenge, selon nous, va demander à la fonction RH de pivoter pour adopter une approche holistique du collaborateur et pour adresser son bien-être global. Il y a un biais qui est complètement inhérent à la fonction RH, en réalité, à l'entreprise même, qui est celui de considérer le collaborateur dans son unité d'équipe, dans son entreprise, dans son job, dans ses responsabilités, dans les compétences attendues, dans sa performance, dans ses objectifs. Mais en tant que collaborateur. Selon nous, il y a un vrai challenge poussé par un certain nombre d'éléments que je vais détailler, mais qui va être de considérer le collaborateur comme un individu à part entière à 360 degrés. Quand on le dit comme ça paraît étonnant. Mais si on l'illustre un peu... Ah, il m'énerve ce... Pardon. Voilà. Il ne veut pas venir sur les Legos. Va falloir, en fait, le challenge là, pour la fonction RH, ça va être de désiloter sa perception du collaborateur pour réellement comprendre que le collaborateur, mais c'est aussi un candidat. Donc quand on va lui parler, et quand on va lui parler expérience, dans le cadre d'une expérience candidat qu'on essaie de fluidifier pour lui, et quand on va le parler en tant que collaborateur avec une expérience collaborateur différente, il va falloir que ces deux-là soient alignés. C'est un enjeu que la fonction RH a plutôt compris ces dernières années. Malgré tout, quand on est dans les faits, on continue d'avoir, par exemple, de façon très concrète et pragmatique, des communications différentes. Communication recrutement quand on s'adresse aux candidats avec une marque employeur, et puis des communications internes en interne qui sont généralement pas gérées par les mêmes personnes, pas par les mêmes services et parfois même pas par les mêmes directions, puisque dans un cas c'est la direction RH et dans l'autre c'est la direction communication. Donc ça peut poser des questions sur la cohérence du message. Mais le candidat, c'est aussi un client. Il peut être client de son entreprise, il peut être client de l'entreprise dans laquelle il postule, il peut arrêter d'être client dans l'entreprise dans laquelle il a postulé parce que l'expérience qu'on lui a apportée n'était pas au niveau selon lui. Il peut au contraire, parce que l'expérience était super, changer de service et devenir client de la marque. En tout cas, là aussi, il y a un enjeu de la façon dont on lui parle et de la façon dont on aligne l'expérience client. Et là aussi, il y a, de façon très pragmatique, si je continue sur l'exemple de la communication, des communications très différentes. Une marque employeur, une marque commerciale, une marque corporate, une marque institutionnelle, parfois dans les très grands groupes. Et alors là, pour le coup, ça se parle pas du tout entre les services et les directions qui peuvent gérer ces aspects de communication, parfois à des échelles totalement différentes. Quand une communication de marque va s'adresser, par exemple, à un groupe qui serait international, on va avoir des communications plus corporate qui s'adresseront par pays. Donc là, on perd complètement parfois la cohérence globale, sauf que le client, lui, il la voit, la cohérence globale, il la vit en tout cas au quotidien. Et si celle-ci, elle est déconnectée de l'expérience qu'il peut vivre par ailleurs, s'il postule par ailleurs, s'il est salarié, ça vient là un petit peu challenger la perception qu'il va avoir de l'entreprise. Et puis le collaborateur qui est candidat, qui peut être candidat, qui est client, il est aussi citoyen. Et ça, c'est depuis 3-4 ans, on le voit beaucoup dans les attentes, notamment on parle des jeunes DIP, mais c'est pas forcément que les jeunes DIP. Tout le monde a envie d'être dans une entreprise dans laquelle ses valeurs vont être alignées, dans laquelle ses engagements, et on va sentir qu'elles ont un poids. Et donc il y a aussi cet aspect citoyen, c'est-à-dire de comprendre pour le DRH
et ça sortait aussi de son champ hein, jusqu'à il y a quelques temps, qu'est-ce qui intéresse mes collaborateurs en dehors, quels sont leurs engagements en dehors de l'entreprise, en dehors de ce que je peux maîtriser en fait mon organisation, mais ces attentes et ces besoins du collaborateur citoyen à l'extérieur de l'entreprise peuvent et ont de plus en plus des impacts sur l'interne et influencent de plus en plus des candidatures, mais aussi des messages en interne ou des messages pas compris parfois quand son entreprise peut communiquer des engagements très verts, par exemple, à l'externe, et puis en interne, il se rend bien compte que c'est pas du tout appliqué ou mis en place. Et ça, cette façon de concevoir le collaborateur très holistique, c'est pour ça qu'on a utilisé ce terme, c'est-à-dire très 360 degrés, très global. Elle est très importante pour fidéliser, pour engager les collaborateurs et aussi pour adresser ce qu'on appelait leur bien-être global. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de bien-être en entreprise depuis de nombreuses années, mais on a un peu tendance à siloter la façon dont on l'approche. Là, on est dans un temps où la santé mentale est, à juste titre, très importante et enfin considérée en entreprise. Mais on ne va pas pouvoir adresser la santé mentale si on ne considère pas d'autres pans du bien-être du collaborateur. Donc là aussi, il y a une vision globale à intégrer pour les entreprises. La mise en mouvement, la lutte contre la sédentarité, la façon dont le collaborateur, on peut l'accompagner pour gérer du stress. Il y a même des questions de sommeil qui viennent en entreprise. Maintenant, on peut sensibiliser les collaborateurs à ce genre de comment améliorer leur temps de repos, comment améliorer leur temps de sommeil. Enfin, on voit bien que ça, c'était pas du tout des considérations qu'on avait dans le champ RH il y a quelques années, ou même presque on s'interdisait parce qu'on voulait pas empiéter sur un aspect personnel du collaborateur. Sauf qu'aujourd'hui, avec le Blue Ring, avec c'est même plus le floutage, c'est le gommage des frontières entre perso et pro. Le collaborateur, il attend aussi qu'on l'adresse comme un individu en fait à part entière quand on lui parle de bien-être dans l'entreprise et pas uniquement un bien-être ergonomique à son poste de travail, dans son équipe. Voilà. Il va falloir vraiment sortir de cet aspect poste de travail. On en est sorti, mais avec une vision globale, c'est-à-dire vraiment intégrer toutes les démarches, tous les dispositifs qui ont pu être lancés ces dernières années dans des politiques vraiment globales et globalisantes pour adresser le collaborateur sous tous ses aspects et aussi notamment santé. Et pour ça, dans nos prospectives de réflexion qu'on a eues avec Mathilde, on s'est arrêté sur un aspect qui est important, qui est le temps. En fait, en discutant, on a formulé quelque chose d'assez évident, c'est que les entreprises résilientes sont souvent les entreprises qui réussissent à prendre de la hauteur et à s'inscrire sur des temps longs. Alors que les contextes actuels sont plutôt à la réduction des délais et à l'urgence de l'action et de la réaction qui apportent des exigences de temps court. Donc là, il y a un vrai challenge pour les entreprises et pour les DRH, c'est comment on réussit à concilier ces deux aspects. Et pour le collaborateur, ça a un impact. L'injonction à répondre immédiatement à des mails, la multiplication des réunions de 8h à 8h30 à 17h, et on commence à trier ces mails à 17h30. Enfin, ça vient aussi peser sur la santé mentale des collaborateurs. Est-ce que c'est pas la responsabilité de l'entreprise et du DRH que de aussi prendre ces sujets-là pour sensibiliser tout son collectif et les collaborateurs à la bonne gestion, comment tu peux gérer ton temps pour que ça ne vienne pas impacter ta santé mentale et in fine que ça te rende plus efficace de façon agréable en fait, qu'il soit pas sous contrainte constamment sur cet aspect du temps. Donc c'est un vrai sujet de santé mentale qui n'est pas particulièrement encore beaucoup adressé dans les entreprises, mais qui va venir lui aussi contribuer à cette notion, ce challenge de bien-être global pour le collaborateur. Merci beaucoup. Bien sûr, on prendra un temps de questions-réponses. Effectivement, en conclusion, et quand on a préparé ces tendances, on dit en fait, est-ce qu'il y a vraiment eu un sujet disruptif qui est apparu ? Pas tellement. On peut dire en fait, c'est des sujets qu'on a déjà abordés. C'est juste qu'il va falloir arriver en maturité, en tout cas, passer une marche, parce qu'en fait, des sujets émergents deviennent des sujets prégnants et hyper importants au quotidien. Et fondamentalement, la mission du DRH n'a pas changé.
trouver les compétences pour son organisation, s'assurer du bien-être de ses collaborateurs. Ce sont des missions voilà, qui ont toujours existé pour la fonction RH. Mais quand on parle de pivot, c'est qu'en fait, c'est comme s'il fallait changer totalement de lunettes et de manière de voir les ressources ou les contraintes qui s'imposent à nous pour pouvoir réussir ces challenges. Je donne un exemple, c'est que si on veut, par exemple, s'assurer que l'organisation dispense des bonnes compétences, aujourd'hui, ne voir que le salariat et ne pas justement s'ouvrir à des nouveaux modes de collaboration, en fait, ce n'est pas se donner les moyens de répondre à notre mission qui est faire que les compétences doivent être engagées pour la mission de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le monde a changé. Et en fait, ces facteurs sont très déstabilisants parce qu'ils sont tous externes. Il y a très peu de choses qui viennent de décisions internes de l'organisation. Le DRH, voilà, c'est que des choses qui lui sont imposées et des choses tellement macro, tellement partagées qu'on ne peut pas lutter. On peut dire, est-ce que c'est notre job de gérer la santé mentale ? Je dis, en fait, aujourd'hui, quand on observe tant, et ça, c'est des chiffres qui sont publiés en France, hein, c'est le Covid l'a accéléré, les problèmes de santé mentale, effectivement, ce n'est pas forcément des choses qui sont initiées par le travail, mais forcément, aujourd'hui, nous sommes concernés et impactés. Et donc, ça nécessite que la fonction RH, vraiment soit l'expert de ce qu'il se passe dans le monde, dans la cité, que ce soit d'un point de vue économique, environnemental, sociétal, pour mieux comprendre justement, avoir les bonnes lunettes pour se dire ma mission est toujours la même, mais les ressources à ma disposition ou les contraintes ont totalement changé. Le monde a changé et là on a aussi la chance de vivre un bouleversement. Alors c'est à la fois, ça peut sembler exogène, on ne connaît pas tout et en même temps, moi je pense que pour les professionnels ou ceux qui œuvrent au sujet RH, on vit un momentum passionnant parce qu'en fait on se rend compte que tout est en train de basculer. On invente et on dessine enfin l'organisation du XXIe siècle dans le monde numérique. On repense ce qu'est effectivement une relation de travail. On a beaucoup avancé par petits pas, mais en fait, on s'est dit, mais quel monde, quelle nouvelle organisation du travail nous souhaitons dessiner ? On aurait pu en parler, mais le recul sur le télétravail est un bon exemple, avec ces annonces partout de revenons en arrière sur le télétravail, mais en fait, le télétravail n'est pas le facteur du problème. C'est certainement un sujet, bien évidemment, de relations interpersonnelles, de management, de leadership, d'organisation en fait du travail et des interactions au sein de l'organisation. Et donc, voilà. Donc, à la fois une mission passionnante, très exigeante, encore plus exigeante avec la fonction RH, parce qu'elle doivent devenir un peu expertes de tout pour pouvoir prendre les bonnes décisions et aussi se détacher de notre cadre légal très français, parce que malheureusement, parfois, certaines mutations, on n'a pas encore fait évoluer suffisamment le cadre réglementaire en France, qui nous permet aussi de pouvoir tester, œuvrer, avancer différemment, alors que ça, c'était quelque chose dans notre fonction sur lequel on était très attachés. Et aujourd'hui, il faut savoir prendre des risques, ce qui n'a pas toujours été inhérent à la fonction RH, savoir prendre des risques. On ne sait pas tout, mais en tous les cas, l'organisation aussi, je pense, compte sur la fonction pour pouvoir essayer de donner un cap, en tout cas essayer de guider, même si, bien évidemment, encore une fois, personne n'est devin et personne ne sait exactement ce qui se passera demain. Donc voilà, bien sûr, on va prendre vos questions-réponses. On espère que ça vous a présenté un petit peu les challenges de l'année. Ce sont des thèmes, hein, et Séverine reviendra dessus, qu'on va animer aussi tout au long de l'année. Au-delà d'annoncer les challenges et les tendances en début d'année, c'est l'idée aussi d'annoncer un peu le programme que le Lab RH soutiendra dans les mois à venir, par du contenu, par des événements. Mais on estime qu'aujourd'hui, c'est très ambitieux. Mais en tous les cas, si on s'attachait à ces 4 grands challenges, on pourrait répondre à un certain nombre de mots qu'on peut observer aujourd'hui dans l'organisation et surtout s'assurer que nos organisations soient plus durables et responsables. Je pense que c'est ce à quoi on contribue toutes et tous. Merci Mathilde. On peut peut-être prendre les questions maintenant, hein, avant que je parle des prochaines échéances du Lab. Je pense qu'on va faire passer un micro, ce sera plus simple pour que ceux qui sont en live nous entendent. Est-ce qu'il y a des questions on peut revenir sur des points Vous m'entendez ? Ouais, c'est bon. Bonjour. Je reviens du coup sur le premier point, la valorisation des compétences grâce à l'IA, et notamment sur l'arrivée de l'IA agentique. Et vous parliez du fait que les agents du coup étaient autonomes et pouvaient prendre des actions. Quel type d'action autonome les agents pourraient prendre dans l'évaluation des compétences vis-à-vis des collaborateurs ? Parce que envoyer un mail ou quelque chose comme ça n'aura pas d'intérêt pour valoriser des compétences. Du coup, en quoi le fait qu'ils soient autonomes
peut améliorer la valorisation des compétences? Alors déjà ça questionne le sujet même de quelle compétence est attendue. Et malheureusement, on a beau dire, on a tous connu les référentiels de compétences, etc. On est souvent sur des postes qui sont encore à l'ancienneté, qui sont beaucoup par le prisme de l'expertise technique. Et on sait que c'est des sujets plutôt techniques ou très opérationnels. On parle aussi des tâches à plus faible valeur ajoutée que la technologie, que l'IA va pouvoir traiter. Donc ça re-questionne, mais en fait fondamentalement, quel monde on construit demain? Un monde où il n'y a plus du tout d'individus et c'est la machine qui fait tout. Bien sûr, ce n'est pas le modèle qu'on prône. Ou justement de se dire, en fait, on va s'appuyer sur cette technologie pour faire d'autres choses. Donc ça re-questionne les nouvelles contributions attendues qui nécessiteront d'autres compétences. Je prends l'exemple, par exemple, même de la fonction RH. On voit tout ce qu'on va pouvoir faire à l'IA générative pour justement passer plus de temps au contact de nos clients, de nos candidats, de nos clients internes. Donc c'est renforcer cette dimension humaine qui nous anime tous. Une fois qu'on s'est dit ça, est-ce que tous les membres de la fonction RH ont de l'empathie, une capacité d'écoute, une intelligence situationnelle, etc. Donc en fait, on voit bien que sur la fonction RH, on va encore mettre plus l'accent, au-delà de l'expertise sur le droit social ou ton métier, justement sur ces compétences comportementales et cognitives. Donc moi, je pense qu'au contraire, l'émergence de l'IA générative va renforcer. Encore une fois, si on prône un modèle social responsable et qu'on veut, au-delà de la valeur économique, créer de la valeur sociale, chercher des individus qui créent cette valeur humaine, en fait, dans les interactions, l'apprentissage, le partage, l'intergénérationnel, etc. Et c'est les fameux soft skills. Alors, pareil, on en parle depuis un certain temps, mais est-ce que globalement, l'AFNOR, je fais un peu à plus beau, mais vient quand même de sortir le premier référentiel des soft skills, en fait, parce que est-ce qu'on a un référentiel commun quand on parle des soft skills? Est-ce qu'on réellement les évaluer, réellement les certifier? En fait, on est très loin par rapport, on va dire, aux hard skills, alors que c'est quelque chose qu'on va devoir. Donc pour moi, c'est un exemple, j'espère que j'ai répondu, où en fait, justement, c'est vraiment une belle opportunité pour accentuer, en fait, quelles vont être les vraies compétences, la valeur que va réellement, valeur ajoutée, que va apporter un individu à la place de l'IA. Si on ne le fait pas, ça sera le grand remplacement. Et ça veut dire qu'on se positionne nous-mêmes comme en dessous. Non, en tout cas, c'est pas notre conviction. Pour compléter, je suis, ça surprendra personne, complètement alignée avec toi, Mathilde, sur le fait qu'il il faut commencer par un référentiel et se reposer toutes ces questions. Après, sur des exemples très prospectif, ou peut-être que je vais donner un exemple qui existe déjà, et dans ce cas-là, j'espère que c'est Startup Etolab, mais on pourrait imaginer que l'IA agentique soit pluguée sur des comptes rendus de réunions et qu'elle analyse que moi, peut-être, dans telle réunion, à un moment donné, j'ai été en difficulté à travers une analyse sémantique ou des échanges, et qu'elle pousse soit mon manager, à moi en priorité quand même, j'espère, une reco sur peut-être que la prochaine fois tu pourrais leader ça comme ça, ou tiens, je t'ai trouvé un MOOC ou une formation dans le catalogue formation interne, tu pourrais l'écouter, je sais pas, attention, ce point-là risque de challenger ton évaluation de performance parce que tu avais tel objectif qui t'avait fixé par ton manager, et dans 6 mois, si tu t'es pas remis à niveau là-dessus, ça peut, je pense que, mais pour faire tout ça, il faut que ça s'appuie sur d'abord une réflexion sur les compétences attendues et celles qui sont, et notamment soft skills, puisque tous les exemples que je viens de citer là, en fait, il y avait que du soft skills. Donc mais en fait, l'IA agentique, je pense qu'il y a une puissance mais il va falloir que ça s'appuie sur des vraies réflexions amont là. Tous ceux qui se jettent un peu sur l'IA agentique sans avoir d'abord posé les bases, à nouveau, ça paraît des portes ouvertes enfoncées, mais tant pis. Je sais pas à 6 mois, à 1 an, si réellement ça va pas être plus déceptif qu'autre chose de se dire c'est ça l'IA agentique, alors que ça pourrait être extraordinaire en termes on parlait d'un clone numérique pour le salarié, on n'a pas parlé du clone numérique pour le manager. Enfin, moi je vois l'IA agentique comme un espèce d'assistant du manager extraordinaire qui va pouvoir l'aider à gérer l'équipe, à identifier des signaux faibles, donc mais tout ça, il faut un cadre, pas qu'un cadre éthique, un cadre aussi de référentiel de ce qui est attendu et de ce vers quoi on veut aller aussi, qui va devoir demander un premier travail important.
peut-être juste, et très rapidement pour compléter, mais c'est ce qu'on essaie de présenter juste avant. Quand on dit ce rôle éthique est hyper important, ce gardien des temples, je dirais même plus loin, c'est que est-ce que le DRH ou la DRH a un ou une vision? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de personnes qui pensent une vision, parce qu'on est souvent dans le comment, on se jette la tête première dans le comment. L'IA, on y est allé. Est-ce qu'on a réfléchi sur qu'est-ce qu'on allait faire de la productivité? Plus de productivité, plus de productivité. Très peu d'organisations disent, OK, qu'est-ce que je vais faire de cette productivité? Je vais recruter moins, je vais optimiser mes profits, je vais redonner cette productivité aux salariés, bienvenue la semaine de 4 jours, beaucoup moins de freins. Ou alors, est-ce que je veux que sur ce temps gagné, mes collaborateurs se développent ou fassent des missions sociales et environnementales? By the way, ça valorisera ma contribution en termes de CSRD. Sauf qu'en fait, s'il n'y a pas ça qui est posé, et en fait, c'est très peu posé. On va toujours on prend les outils, on est déjà dans le comment. Et je pense que là, avec tout ce qui est en train d'arriver, ça va que faire s'amplifier. Et il faut que le DRH, lui, ait sa vision. Il faut qu'elle soit alignée avec la vision de l'organisation. Donc, ça devient un rôle essentiel. Les DRH, CEO, d'ailleurs, on parle beaucoup aujourd'hui du binôme DRH-CEO. Pendant très longtemps, c'était le DAF-CEO. On voit bien que cette dimension humaine, elle devient bien plus stratégique. Et elle est en prise directe sur le business, en fait. Donc, ça nécessite aussi cette vision, cette capacité de vision à poser d'abord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Richard, de chez IJ. Merci. Et alors, bravo pour la présentation, c'est très clair, super. Et Mathilde, vous étiez en train de répondre presque à la question que j'allais poser. Et je trouve que cette fonction DRH, justement, elle n'est pas au niveau aujourd'hui. Et moi, j'aime bien ce binôme qui est en train de se créer, mais je trouve qu'on est quand même tellement au début. Alors, est-ce que la vision suffit? Mais on le voit même dans la progression des organisations, c'est assez rare qu'un DRH devienne CEO. Et je suis désolé Mathilde, peut-être que vous allez l'être ou peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas, comment aujourd'hui on peut changer ça et faire que justement ce DRH soit à la hauteur vraiment comme le DAF, comme peut l'être aussi le directeur commercial, et à la même puissance, parce que c'est les hommes. Et là, vous prouvez effectivement le rôle central. Oui, c'est vrai que ça ouvre la voie à dire est-ce que les DRH ne sont pas les futurs leaders de l'organisation. Si en tous les cas, s'ils ont toutes les compétences pour amener ces challenges, c'est tout à fait légitime. Et d'ailleurs, souvent aujourd'hui, même des CEO des grands leaders ont souvent une dimension RH très très développée. En tout cas, ceux qui aujourd'hui, on va dire, attirent, engagent, voilà. Je dirais que oui, et ça nécessite déjà revoir les compétences pour la fonction RH. Déjà, on a vu ces dernières années émerger, et c'est intéressant parce que quand on fait l'approche des compétences pour la fonction RH, on a de la com, on a du market, on a des spécialistes de la data, de l'IT. On me dit souvent, mais en fait, pourquoi ils sont à la RH? Pourquoi tu ne les laisses pas à la DSI, à la finance? Je dis, mais parce qu'en fait, l'expertise humaine dépasse les compétences métiers. Il nous faut toutes ces compétences métiers pour adresser notre mission. Donc on voit bien que déjà, on était même au sein de la fonction RH en train de se transformer sur cette approche par les compétences pour une mission commune qui est servir de l'humain. Et ça, c'est plus fort. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une manière aussi de réorganiser les compétences au sein de la fonction RH pour être beaucoup plus percutant. Et après, est-ce que je sais parler business? Est-ce que je sais parler finance? Alors ça, on en parlait souvent. Oui, le DRH, il faut qu'il sache parler business pour défendre ses projets, ses budgets. Mais c'est bien plus loin. C'est qu'en fait, il doit avoir un avis stratégique sur l'orientation, à mon sens, business de l'organisation, comme environnementale ou technologique. Et c'est pour ça que on disait prospective, mais on aimerait que ce rôle soit déjà là, mais d'avoir vraiment ce gardien, en fait, ce traducteur. Et c'est hyper complexe. Et quelque part, une fois qu'on sait faire tout ça, oui, on peut être le leader totalement. Mais voilà. Donc c'est vraiment sortir. Et comment faire? Je pense qu'il y a aussi, et c'est le plus difficile, se détacher malheureusement parfois d'un cadre réglementaire pendant très longtemps qui nous a vraiment structuré dans la fonction. Beaucoup de juristes sociaux sont devenus DRH, c'était vraiment l'expertise prégnante dans la fonction, alors qu'aujourd'hui, je pense que penser IT et data va être bien plus primordial parfois que être l'expert du droit social. Donc c'est en tous les cas comment, en tant que DRH, avoir déjà cette capacité de vision de je pense une architecture, je pense la data, je pense les compétences. C'est donc avoir une approche totalement holistique aussi de la fonction et des enjeux. On ne peut pas siloter l'expérience candidat, le recrutement, du développement des talents, etc.
nouveau modèle d'organisation aussi des DRH, des fonctions RH, beaucoup plus matricielles, beaucoup plus transversales. Si on veut pouvoir que chacun comprend voilà, le sens qu'il met dans son action, dans l'expérience globale, c'est bien comprendre ce que c'est une marque employeur, c'est pas de la com, c'est une stratégie pour aligner justement ensemble tous ces aspects-là. Donc je n'irai pas à dire qu'il faut des gens voilà, qui viennent de l'extérieur de la fonction RH. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit beaucoup de non-RH intégrer cette fonction-là, souvent avec un background marketing, com, finance, voilà. Mais surtout, quand on a toujours baigné, c'est vraiment voilà, s'en extraire. Et on pense qu'en tout cas, l'offre du LabRH y répond, parce qu'on pense que c'est justement en parlant avec des startups, des experts, des philosophes, et bien qu'on peut ouvrir le mindset de la fonction RH en disant on ne peut pas non plus parler qu'avec des experts de la fonction RH, sinon on est dans le même moule, le même mode, et on n'arrive pas à penser 360. Pardon. Bonjour, merci pour la présentation, c'était très clair. En regardant les challenges là, de 2025, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même peut-être un 5e challenge ou quelque chose sous-jacent qui est la place, le rôle du manager dans l'entreprise. Encore une fois, à mon sens, le manager, c'est aussi quelqu'un qui doit avoir énormément de compétences transverses, notamment RH, business, parce qu'il est là aussi pour travailler pour sa BU. Est-ce que ce ne serait pas plutôt le premier RH de proximité? On parle de cartographier les compétences, c'est quand même le premier interlocuteur auprès du collaborateur. On parle de créer du sentiment de collectif, c'est quand même lui qui va fédérer l'équipe et même fédérer une équipe plus large. On parle de l'approche holistique du collaborateur, c'est aussi lui qui va être là pour le coacher, le tirer vers le haut, être là potentiellement à son écoute, parce qu'il y a tout un tas de problématiques plus larges que ce qu'on voit dans l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas un rôle très important pour les RH aussi de transformer le rôle du manager, parce que c'est quelqu'un de très business, c'est quelqu'un aussi qu'on va outiller, notamment grâce à l'IA, avec des outils pour produire plus, mais à mon sens, c'est aussi le premier RH, et il doit être équipé, il doit être formé aussi, il doit avoir une transformation culturelle dans l'entreprise pour laisser la place au manager de prendre le temps de travailler auprès du collaborateur. Très court, après je passe la parole à Mathilde qui a beaucoup d'éléments également. Le manager, c'est le premier maître d'œuvre de l'expérience que vivent ses équipes et ses collaborateurs. Il n'y a personne mieux que lui qui comprend le quotidien et qui connaît le quotidien de ses équipes. Les RH, elles peuvent mettre des surveys, elles peuvent venir, elles peuvent être les meilleurs RH de proximité, mais en réalité, celui qui est au quotidien, qui comprend les freins, les peurs, les envies, les motivations des équipes, c'est le manager. Donc c'est absolument incontournable. Et le manager, vous avez tout à fait raison, il est complètement en transverse de tous les challenges. Et en plus, le manager, il a cette double casquette, qu'il est celui qui met en œuvre l'expérience collaborateur, et il en est aussi client. Et ça, on l'oublie beaucoup dans les entreprises. Donc il y a une expérience manager, client, collaborateur, manager qu'il faut designer. Moi, je le faisais souvent à côté, en fait. Donc, c'est vraiment en parallèle. Il y a des dispositifs communs et il y a des dispositifs qui lui sont complètement inhérents. Et dans cette expérience collaborateur-manager, il y a aussi l'accompagner à toutes ces évolutions, parce que il peut être un peu perdu. Quand on parle d'holistique, moi j'ai souvent parlé avec des managers qui avaient peur d'empiéter, qui ne savaient pas jusqu'où aller dans la connaissance de leurs collaborateurs, dans les questions qu'ils pouvaient lui poser pour essayer d'améliorer son quotidien et son bien-être. Et donc effectivement, il y a une responsabilité de l'entreprise moi je pense que le DRH doit cadrer, orienter, impulser une politique, donner les moyens d'eux, mais pas enfermer non plus dans un guideline, un manex de comment gérer ton équipe, lui laisser les marges de manœuvre nécessaires, mais savoir identifier là où le manager, il y a des vrais challenges de changement et d'évolution culturelle. Et là, il ne faut pas le laisser tout seul devant son équipe, parce qu'il est essentiel pour cette expérience au quotidien et cette connaissance de son équipe. J'allais dire, c'est un rouage, c'est même plus qu'un rouage en fait. Ça fonctionne absolument pas si le manager n'est pas embarqué. Non, tout à fait. On pense que c'est un métier.
Enfin, je pense qu'il y a une conviction, c'est qu'en fait, manager, c'est un métier, c'est pas un attribut statutaire d'évolution, ce qui est globalement souvent le cas. J'évolue verticalement, et pour me récompenser, enfin, il y a un moment, en fait, c'est ma place dans la structure. D'ailleurs, quand on compare les tailles d'équipe, c'est souvent parce qu'on se dit que plus on a une grosse équipe, plus on est haut dans la structure. C'est vraiment un attribut statutaire. Enfin, ça a été beaucoup pensé comme ça, à notre sens. Et nous, on prône le manager de métier, parce qu'en fait, on est en train de se rendre compte, et c'est lié à tout ça, hein, c'est pour ça qu'on l'avait plutôt mis dans le 2, c'est qu'en fait, cette animation du collectif va jouer directement sur l'engagement et donc la productivité. Et ça fait du business pour l'organisation. Et donc, en fait, avant, le manager, il était plus sur un contrôle de processus de production, je délègue, je contrôle, je recheck. Mais sauf que là, aujourd'hui, le management, c'est une des premières motivations de recrutement, d'attractivité et d'engagement. Les gens partent si ça se passe mal avec le manager. Ils peuvent rester si ça se passe super bien avec leur manager. Je veux recruter, je veux un manager. On a conscience qu'aujourd'hui, c'est un des facteurs premiers qui va jouer directement. Et donc, du coup, si on en fait un manager de métier avec des vraies compétences, des KPIs du coup de performance attendue. Du coup, un bon manager, climat social positif, taux de turnover plus ou moins maîtrisé, forme équipe haut niveau, donc suivi des compétences, etc. Et donc là, on va pouvoir mesurer, en faire un vrai métier et pouvoir surtout démontrer de l'impact, parce que souvent on dit le management, ça coûte. Mais personne n'est capable de savoir ce que ça rapporte. Il y a de l'intuitif, et voilà. Mais sauf qu'en fait, aujourd'hui, on a aussi beaucoup d'outils pour démontrer que les équipes plus petites, avec un management de plus proximité, dans lequel ça se passe bien, ont un meilleur engagement et donc une meilleure productivité. Donc ça, c'est évident. Mais ça questionne quand même quelque chose, pour moi, en tout cas, je suis en train de l'expérimenter dans mon organisation, les managers de métier, avec les feuilles de route, tout refait. Comment on fait de l'assessment de manager, parce que historiquement, culturellement, on n'était pas très bon là-dedans. On ne peut pas dire qu'on ait des années de pratique. Donc, c'est quelles compétences exactement? Est-ce qu'on peut les définir? Comment on les évalue? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des techniques, des tests, des choses qui nous permettent de le faire avec objectivité? Et surtout, ça va venir questionner de qu'est-ce que c'est, quel est le rôle du manager et quel est le rôle des RH. On constate souvent qu'il y a confusion totale. Combien de fois j'entends « Non, mais moi, je fais des RH. » Non, alors toi, là, tu fais du management. Et à contrario, les RH qui font du management, parce que le manager ne le fait pas. Et je pense qu'aujourd'hui, ça nécessite de dire c'est quoi la responsabilité du manager et c'est quoi la responsabilité des RH. Ce n'est pas à moi de dire qui a performé. Par contre, penser les process ou les politiques de reward méritocratique, ça va être mon job, et le manager, il en a un autre. Donc ça nécessite un peu de remettre tout à plat en redesignant aussi cette contribution attendue. Mais oui, moi je pense ça, on le partage avec Séverine, les organisations qui seront les plus résilientes et les plus performantes, c'est celles qui auront les meilleurs managers. Je pense qu'aujourd'hui, tout repose là-dessus. On peut avoir le meilleur technicien, s'il n'engage pas, il ne va rien faire tout seul. On peut avoir le meilleur manager, il n'a pas besoin d'être le meilleur technique, il va engager les meilleurs à ses côtés et il arrivera. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu l'asset le plus fort des organisations, c'est les meilleurs managers. Et en France, on ne forme pas beaucoup au management. Donc voilà, on a un enjeu collectif là-dessus. Alors, on me fait signe que c'est terminé, mais... Enfin, nous, pour la salle, on pourra prendre après. On pourra prendre des questions après. Juste... nos prochains rendez-vous avec vous, c'est le calendrier des événements du LabRH. Alors, tous ne sont pas ouverts à l'externe. Il y en a qui sont dédiés à nos adhérents. Mais les Morning Labs sont, par exemple, le premier sera le 5 mars. Les Morning Labs sont des événements sur lesquels on va décliner ces 4 challenges en rentrant donc il va y en avoir minimum 4 dans l'année. Il y en a 4 qui sont bookés en tout cas, où on va rentrer dans chacun un peu plus profondément et avec des angles différents, des experts autour parce que ce sera des tables rondes qui pourront apporter des angles différents sur ces challenges. Et puis une des prochaines échéances, c'est Shark Tank. Si vous voulez passer nous voir, on aura un grand village du LabRH avec une vingtaine de startups, des tables rondes aussi auxquelles on va participer. Et puis j'ai parlé de réseau au début, donc pour continuer à développer et à rendre utile son réseau, je vais le dire comme ça, le premier Afterwork sera le 4 février pour nos adhérents. Donc voilà. Je voulais vous montrer ça quand même.
On reste encore 5-10 minutes avec Mathilde, donc on pourra répondre à vos questions si vous en avez. Et puis, en tout cas, merci vraiment pour votre attention et à ceux qui sont venus en présentiel et ceux qui étaient à distance avec nous. Mathilde, merci à toi. Merci à toi. Merci.